Bonsoir, mesdames et messieurs. On va bientôt commencer. J'aimerais ça que vous preniez place. Un peu de discipline, oui. Mais on est en bonne franquette ce soir. Bienvenue au lancement du collectif Histoire d'immigration, un recueil publié aux éditions David, qui regroupe les textes de 40 auteurs et autrices de la région d'Ottawa. Les éditions David sont une maison d'édition ancrée dans la capitale nationale qui contribue activement à la diversité de la littérature franco-canadienne en publiant en priori des auteurs et des autrices de l'Ontario français et d'autres communautés francophones du Canada. La maison d'édition publie des romans, des essais ainsi que de la poésie et des essais. En collaboration avec d'autres acteurs et associations du milieu, les éditions David animent des activités comme celui-ci en lien avec l'écriture et la lecture. D'ailleurs, ce soir, c'est sous la thématique de l'immigration francophone que nous sommes tous unis ce soir. D'ailleurs, j'aimerais souligner la présence de la très honorable Michaëlle Jean, de 24 auteurs et autrices du recueil qui sont ici ce soir, de Catherine Saint-Hilaire du réseau de soutien à l'immigration francophone de l'Est de l'Ontario, de Nicole Baptiste de Mosaïque interculturelle et du Salon du livre afro-canadien, de Marjorie Villefranche de la Maison d'Haïti, qui est venue juste de Montréal jusqu'ici à la capitale nationale pour nous rendre visite, et de l'ambassadeur de Tunisie, M. Mohamed Ahmed Toreljiman. Et ainsi de vous, qui êtes en si grand nombre ce soir, et également ceux et celles qui nous écoutent en direct de Facebook, parce que nous sommes branchés sur l'Internet. Donnez-vous une bonne main d'applaudissement, parce que ça fait longtemps que je n'ai pas animé devant un public. Et je dois dire que ça fait du bien de voir du monde, d'être en contact avec des êtres humains et d'être entouré de gens créatifs qui sont les auteurs. Parce que vous êtes la mémoire corporative d'un pays, d'un peuple et de cette diversité qui nous entoure. Quelques consignes avant de commencer. On vous invite tous ceux et celles qui prennent un bon verre de vin ou même de l'eau, dans mon cas, de ramener votre verre à l'entrée pour éviter des gâchis. Alors, c'est compris? Est-ce que vous êtes prêts à commencer cette belle soirée? Parce qu'on a des auteurs qui vont vous partager des beaux textes. Alors, on n'a pas besoin d'aller maintenant, mais aussitôt que vous avez fini de boire, on vous invite de monter en avant, puis il y a quelqu'un qui va prendre votre verre. C'est aussi simple que ça, c'est juste pour éviter quelques gâchis. Et aussi de prendre la peine d'écouter ces beaux textes. Alors, je m'appelle Sabine Daniel, je serai votre maîtresse de cérémonie. J'ai aussi vécu l'immigration, mais autrement. Je m'explique. Mon père et ma mère ont immigré en 1975 au Québec, pour créer une meilleure vie. 2 ans plus tard, je suis née à Montréal. Après quelques années, mon père et ma mère et ma sœur sommes venus ici même à Ottawa. C'était une immigration, je dois le dire, parce que passant du Québec à l'Ontario, c'est un gros changement, surtout en milieu minoritaire où moi, je pensais qu'on parlait français partout au Canada. Mais j'ai eu vraiment un petit choc culturel, mais c'était un beau choc culturel parce que maintenant, je suis franco-ontarienne depuis 31 ans et j'adore l'Ontario français. Je suis très contente de vous voir si nombreux ce soir et sans plus tarder, j'aimerais ça commencer avec une petite reconnaissance pour nos peuples autochtones. Alors, je vous inviterai de fermer vos yeux parce que c'est comme ça, moi, je veux le faire. Fermez vos yeux, pensons aux Premières Nations et j'aimerais reconnaître que nous sommes en territoire non cédé de la nation algonquine Anishinaabe, une nation qui existe depuis les temps. Pour débuter, j'invite Frédéric Brisson, directeur général des éditions David, à venir nous dire quelques mots. Donnez-lui une bonne main d'applaudissements.
Bien, merci beaucoup, Sabine. Alors, distingués invités, je ne reprendrai pas nécessairement toute la liste que Sabine vient tout juste d'énumérer. On est en fait très heureux de vous accueillir ici ce soir. Merci à toutes et à tous d'être venus. Et bon, donc, avant tout, je veux préciser que ce bandage à mon front, là, c'est pas le résultat d'un costume de Frankenstein d'Halloween raté. En fait, c'est plutôt le résultat d'un accident parental. Alors, j'en profite pour saluer ma petite famille à la maison, de même que tous ceux et celles qui nous suivent en direct par la magie de Facebook Live. Ça fait grand plaisir de retrouver les lancements en personne, et de même que les salons du livre en personne. On les a beaucoup manqués et on est très heureux de les retrouver. Évidemment, il y a des contraintes. Vous voyez que la limite de capacité a été établie à 60 personnes dans une salle qui pourrait en contenir 180. C'est fou de devoir refuser des gens alors qu'il y a des sièges vides, mais je vous remercie de votre compréhension dans cette ère étrange. Et c'est le prix à payer, à quelque part, pour pouvoir retrouver les événements en personne en toute sécurité. Alors, à celles qui ne connaissent pas les éditions David, simplement en quelques mots, là, sans vouloir répéter ce que Sabine a dit, la maison d'édition est établie à Ottawa depuis près de 30 ans maintenant, publie une vingtaine de titres par année, surtout des romans pour adultes et pour adolescents, de la poésie et des essais. Mais c'est une maison qui est aussi connue pour ses projets avec un ancrage communautaire. Comme celui que nous lançons aujourd'hui, qui vise à donner la parole aux gens de la région. Parfois, ça mène à des vocations d'auteur, parfois plus modestement, mais de façon tout aussi essentielle. C'est libérateur. Et puis, ça permet de créer des liens avec d'autres gens autour de nous, de partager un imaginaire, de sentir qu'on fait partie de la même communauté. Alors, vous savez qu'on dit parfois à propos de l'ensemble d'auteurs d'une maison d'édition qu'il s'agit d'une écurie d'auteurs. Personnellement, je trouve que le mot est un peu cavalier. Aux éditions David, on préfère parler d'une grande famille et dans les ouvrages collectifs comme ceux-ci, d'une famille élargie. Alors, c'est plus chaleureux, ça traduit mieux l'esprit, l'atmosphère qui nous anime, et puis donc bienvenue dans cette famille élargie. Alors, avant de passer la parole aux interlocuteurs à venir, je veux adresser mes remerciements les plus sentis à plusieurs personnes. Alors, vous savez, le livre est un objet de dimension modeste, mais il nécessite l'implication d'une série de gens aux immenses talents. Alors, d'abord, à vous toutes et à tous, chers auteurs, d'avoir répondu à l'appel de texte que nous avons lancé et avoir si brillamment relevé le défi et partagé vos expériences. À la préfacière Michael Jean, qui est avec nous ce soir et qui a donné une perspective globale, humaniste, à l'ensemble des témoignages rassemblés, et donc qui lui a donné une nouvelle dimension. Au comité d'orientation du projet Histoire d'immigration, qui était composé d'Ama Ouattara, qui viendra dire un mot après moi au nom du comité, de Monia Mazig, de Kalula Kalambe. Ils se sont impliqués de façon bénévole et très engagés dans la bonne marche des activités. Aux membres du jury, Adèle Copti-Famille, Sébastien Pierroz, Nicole Baptiste, qui ont sélectionné les textes avec grand soin. Aux nombreux organismes qui ont accepté de diffuser notre appel de texte et d'organiser des animations, donc notamment Mosaïque interculturelle et le réseau de soutien à l'immigration francophone de l'Est de l'Ontario. Merci à vous. À nos généreux partenaires pour ce projet, donc Patrimoine canadien, le Programme des langues officielles, la Fondation Trillium de l'Ontario, ACFO Ottawa, la Ville d'Ottawa, donc le Programme d'Ottawa bilingue, et en plus de nos partenaires fidèles, le Conseil des arts du Canada, le Conseil des arts de l'Ontario, la Ville d'Ottawa et le Fonds du livre du Canada. Et enfin, à toute l'équipe des éditions David, qui a travaillé d'arrache-pied pour que ce livre devienne réalité. Alors, tout particulièrement, Véronique Sylvain et Anna Bélissard, qui ont consacré de nombreuses heures, d'innombrables heures au projet. À mon prédécesseur, Marc Hennequin, à la direction des éditions David, qui a eu la vision d'initier ce projet. Marc Pelletier et Pierre Chartrand, qui en ont assuré la révision éditoriale. Et Anne-Marie Berthiaume, qui a réalisé cette superbe maquette que vous voyez ici à l'écran. Et merci également à l'artiste Komi Sechi, dont la superbe œuvre orne la page de couverture et donc vous avez l'original ici devant vous. Alors, je dis souvent
que la publication d'un livre n'est pas une fin en soi, mais plutôt le début de quelque chose de nouveau, de beau et d'étonnant. Je pense que ce livre n'a pas fini de nous surprendre. Le mot « lancement », à quelque part, est très bien choisi, puisque c'est la suite qui nous intéresse de la vie de ce livre. Alors, je vous remercie. Je vous souhaite une superbe soirée. Merci beaucoup. La prochaine invitée est originaire de la Côte d'Ivoire. Elle est photographe documentaire installée à Ottawa depuis quelque temps. Elle travaille les façons d'utiliser l'art afin de reconnaître la place pleine et entière que les communautés immigrantes afro-caribéennes occupent dans la société canadienne, ainsi que la diversité et la richesse de leurs contributions. En octobre 2020, dans le cadre du 3e Salon du livre afro-canadien, elle relevait un nouveau défi en réalisant un livre de photos basé sur les communautés afro-diasporatiques de la ville d'Ottawa et leurs alliés. Tout récemment, elle a remporté le prix Relève Ontario 2021, remis par le Club canadien de Toronto dans la catégorie Leadership et Inclusion. J'invite Ama Ouattara à prendre la parole. Je vais essayer de ne pas briser mon masque. Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. C'est un honneur et un plaisir pour moi de prendre la parole ce soir au nom du comité d'orientation artistique composé des auteurs Monia Mazi et Kalula Kalambay, dans le cadre du lancement du recueil Histoire d'immigration. Merci aux éditions David, ainsi qu'à Mosaïque Interculturelle pour l'organisation de cet événement, qui représente à mon humble avis une excellente opportunité de dialoguer et d'apprendre pour ensuite mieux agir. Si nous sommes réunis ce soir, c'est non seulement pour célébrer et partager les témoignages de ces auteurs et autrices, mais également et surtout pour tirer profit de leur enseignement, en vue d'anticiper les nombreux défis liés à l'immigration. Voyez-vous, l'immigration et l'intégration sont deux thématiques complexes, qui sont avant tout inséparables. Cela va sans dire, l'une ne va pas sans l'autre. Chacun d'entre nous, à un niveau ou à un autre, membre de la communauté d'accueil ou membre de la communauté nouvelle arrivante, ancien ou nouveau, est concerné par ce phénomène. Ainsi, on ne peut mettre en œuvre une politique migratoire crédible, viable et durable que si l'on tient en compte des réalités des uns et des autres. La gestion intelligente de cet équilibre délicat est primordiale pour assurer une intégration réussie des nouveaux arrivants et bâtir un mieux vivre ensemble. La migration et les questions qu'elle soulève ne sont bien sûr pas de nouveaux phénomènes pour notre bout du pays. La migration façonne le monde depuis toujours et cela restera vrai même dans le futur. Au-delà des dimensions de flux migratoires nord-sud, l'écrivain suisse Marc Swift disait encore dans les années 60 « Nous avions demandé de la main-d'œuvre, mais ce sont des hommes qui sont venus. » Il mettait ainsi l'emphase sur la portée humaine de l'immigration, même économique. À cette époque-là, les tensions se faisaient de plus en plus vives en Occident, avec, ne le cachons pas, une certaine xénophobie. J'y ai reconnu, chers auteurs et autrices, les mêmes dimensions dans vos textes. Ces quelques textes et parcours de vie que vous retrouverez dans ce livre et dans ce recueil nous invitent à tirer ensemble les enseignements du passé. Un passé qui n'est pas si loin de nous lorsqu'on nous regarde de plus près. Puisqu'il nous faut tenter de définir ensemble des politiques migratoires d'intégration pragmatique et efficace, notre objectif commun doit être de gérer intelligemment chaque type de flux, selon le contexte national qui, bien sûr, peut différer. Rappelons-le, comme la mémoire individuelle, la mémoire d'une nation est capricieuse. Tantôt elle est ingrate, tantôt elle est généreuse. Je le répète, il serait dangereux de contourner ces paramètres, tant pour la société arrivante que celle d'accueil.
pour mieux utiliser ces leçons dans le présent, construisons un avenir profitable à tous, grâce à nos connaissances, à notre expérience ainsi qu'à nos échanges. Bon lancement, mesdames et messieurs. Merci. Notre prochaine invité est notre invité d'honneur. Et j'ai besoin de votre participation pour l'accueillir chaleureusement en faisant une activité hors du commun, mais à l'haïtienne. Pour les Haïtiens qui sont là avec moi, vous êtes mes complices et mes alliés. Alors, à chaque fois que je dis cric, vous allez dire crac. Est-ce que vous connaissez le jeu? Les Haïtiens qui sont dans la salle, levez votre main. Excellent. Alors, quand on raconte un conte haïtien, on dit souvent cric et le public répond crac. Alors, chaque phrase que je vais dire pour présenter notre invité d'honneur, je vais dire cric et vous allez répondre ah, ça n'a pas bien marché. Cric. J'aime ça. Alors, on va recommencer une dernière fois parce qu'elle est dans la salle. Elle entend votre participation. Elle n'a pas entendu. Alors, on va refaire une dernière répétition. Et cric. Née à Port-au-Prince en Haïti, elle arrive au Canada en 1968 avec ses parents. Cric. Sa famille fuyait comme des milliers d'autres familles haïtiennes de l'époque, le régime dictatorial de François Duvalier. Cric. Elle connaît l'immigration et la douleur du déracinement. Cric. Au cours des années, elle a fait sa marque en étant journaliste et ensuite la 27e gouverneure générale et chancelière de l'Université d'Ottawa, tout en créant une fondation. Cric. Avec tout ce cheminement, c'est toute cette expérience qui lui a permis de nous faire l'honneur d'écrire la préface du recueil et de nous adresser quelques mots ce soir. Je vous invite à vous lever et à applaudir et en répondant à cric, 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 et à vous lever. Accueillons-la chaleureusement, la très honorable Michaëlle Jean. Merci beaucoup. Merci infiniment. C'est émouvant. C'est émouvant parce qu'en fait, je pense que même en étant ici ce soir, nous sommes en train de raconter une histoire ensemble et de dire « Cric !» On va se saluer aussi à l'haïtienne, on a coutume de dire en Haïti « Honneur ». Honneur. Merci beaucoup. Excellence, Monsieur l'ambassadeur de Tunisie, Monsieur Brisson, membre du collectif et de la famille élargie des éditions David, chère Sabine Daniel, c'est un plaisir de vous revoir. Chère Ama Ouattara, où êtes-vous? Ama, vos mots m'ont beaucoup ému. Merci beaucoup. Vous avez une intelligence aussi tellement lumineuse. Merci. Je veux saluer aussi mes amis Nicole Baptiste. Je veux saluer mon amie Marjorie Villefranche. Deux femmes vaillantes. Jump. Chers amis, je dirais comme Sabine et comme Monsieur Brisson, quel plaisir, n'est-ce pas, de pouvoir enfin être ensemble en présence, dans une même salle, de se rassembler ainsi en personne pour la sortie d'un livre qui dit exactement cela, qui lance un appel à nous rapprocher davantage, à être à l'écoute de l'autre et à son histoire. Et quel lieu plus indiqué aussi que l'Université Saint-Paul, cet établissement d'enseignement supérieur qui a pour feuille de route, je tiens à le dire, un humanisme. La pandémie nous a forcés, bien sûr, à nous retrancher entre nos quatre murs et à nous tenir à distance. Et il est grand temps que nous recommencions à vivre ensemble et que nous réfléchissions au sens même du vivre ensemble.
Lorsque Mark Engels, des éditions David, m'a approché pour me proposer de préfacer ce livre, magnifique, n'est-ce pas, Histoire d'immigration, qui rejoignait certes ma propre histoire et celle de ma famille et de milliers et milliers d'autres comme nous, forcés de prendre le chemin de l'exil, je me suis d'abord dit qu'il fallait rapporter ces histoires et ces expériences, ces témoignages recueillis au contexte actuel des crises et des tragédies migratoires qui se déroulent sous nos yeux et de leurs conséquences. J'ai réfléchi aussi à la pertinence de ce recueil et j'en vois une absolument essentielle, et vous en serez d'accord, celle de dégager un espace de parole et de dialogue. C'est ce que nous a dit Amma tout à l'heure. De servir aussi d'antidote à une certaine peur. Et de fait, ce début du XXIe siècle est comme jamais scandé par l'inquiétude, l'incertitude et la peur. Nous nageons dans la peur de l'affligeante propagation du coronavirus, Covid-19 et autres déviants, qui auront fauché jusqu'ici, en moins de 2 ans, plus de 4 millions de vies dans le monde, bousculé profondément toutes nos existences, nos économies, même nos libertés. Mais surtout, nous devons gérer quotidiennement aux côtés de nos enfants, aux côtés de nos jeunes, l'anxiété de ne pas savoir où ni dans quel état cette pandémie nous laissera. J'ai moi-même perdu 5 de mes proches et le deuil en confinement. L'impossibilité de nous rassembler a été éprouvant, en particulier pour nous, exilés, immigrants, immigrés, éparpillés. Nous avons aussi peur du chômage, nous avons peur pour l'avenir de nos enfants et de nos petits-enfants, nous avons peur pour l'avenir écologique et démographique de la planète, nous avons peur de la menace terroriste et de tous les extrémismes haineux, et certains aussi disent avoir peur de perdre leur identité, que l'afflux de réfugiés, de migrants, d'immigrants les déstabilise. Alors l'ostracisme, la peur de l'autre les gagne. L'on voit bien, y compris chez nous au Canada, terre de forte diversité, les réactions de repli face à l'afflux de ces masses d'hommes, de femmes, d'enfants, qui sont, eux, confrontés au plus cruel des dilemmes. Partir en abandonnant tout, partir ou mourir. Pour certains, c'est la violence quotidienne, les bombardements incessants, les attentats meurtriers, la destruction de quartiers, de villes entières, les morts qu'on ne peut plus ensevelir, les blessés qu'on ne peut même plus soigner. Pour d'autres encore, c'est la dictature, les persécutions, la torture, les emprisonnements arbitraires, le non-droit d'être différent. Jamais les réfugiés et les déplacés forcés n'ont été aussi nombreux depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. Rien qu'en 2016, ils ont été 65 millions à avoir fui les conflits. Des conflits qui sont quasiment les mêmes depuis 25 ans. Des conflits orphelins, des conflits que nous n'avons pas su ou que nous n'avons pas voulu résoudre aux côtés des populations, aux côtés des forces vives, ces femmes, ces hommes et ces jeunes qui résistent quotidiennement, avec courage, pour la paix, la sécurité, le respect des droits et des libertés, la justice, la démocratie et la bonne gouvernance. Voyez la situation en Afghanistan, par exemple, en Irak, en Libye, en Somalie, au Soudan, en Syrie, en Haïti. Depuis le temps, ni vous ni moi ne pouvons dire que nous ne savons pas. Ce qui a poussé 165 millions d'autres à devoir quitter leur habitation pour fuir vers les villes entre 2008 et 2013, ce sont les catastrophes naturelles, les conséquences désastreuses du réchauffement climatique, la disparition de leurs maigres terres de subsistance, à cause de la désertification, de la montée inexorable des eaux, ou encore à cause de l'accaparement mondialisé des terres agricoles à des fins spéculatives. Et l'ONU nous alerte, plus de 250 millions de réfugiés climatiques prendront le chemin de l'exode d'ici à 2050 si rien n'est fait en matière d'adaptation aux effets du réchauffement climatique. Donc en matière de développement, d'infrastructures adéquates et de protection de l'environnement. Mais l'on assiste à une érosion grave de la coopération internationale. Alors, déplacés forcés, réfugiés politiques, réfugiés climatiques, la nécessité toujours, n'est-ce pas, de catégoriser, d'inscrire dans des cases, d'aligner dans des colonnes, et de différencier jusque dans leurs droits tous ces désespérés qui cumulent souvent tous les fléaux. Parce que l'on peut être tout cela à la fois. Et je n'ai pas encore dit migrants économiques.
n'est-ce pas? Là encore, ces millions d'hommes, de femmes, de jeunes qui ont la pauvreté en héritage, génération après génération, qui ont le sentiment que leur avenir est irrémédiablement bouché, qui ne jouissent même pas du minimum vital. Comment voulez-vous que des hommes, des femmes, des jeunes, dans de telles situations ne soient pas tentés par l'Eldorado, n'est-ce pas, hein, certes souvent illusoire, alors qu'ils voient désormais chaque jour sur leurs écrans de télévision, d'ordinateur ou de téléphone portable, l'opulence dans laquelle pour eux, pour elles, nous évoluons ailleurs, même si les pays du Nord ont aussi leur quart-monde, n'est-ce pas? Alors ils avancent sur le fil du rêve, de l'urgence de vivre et d'échapper au pire. J'ai fait et cause à l'ONU comme au Parlement européen, alors que j'étais secrétaire générale de la francophonie, pour les droits de ces centaines de milliers de migrantes et migrants en provenance d'Afrique, tentant de fuir par le désert, par la mer, un véritable enfer, devenant la proie des trafiquants, des marchands d'esclaves, des combattants de Daesh. La francophonie, vous savez, rassemble des pays de départ, des pays de transition, des pays de destination et éventuellement d'accueil. J'y ai vu de près et c'est ce qui m'a permis d'avancer ces faits et ces données que vous retrouverez dans la préface. Il faut pouvoir, au fait, s'associer au sort de l'autre. Cela est essentiel. Il faut pouvoir imaginer la somme de courage, d'énergie, de détermination, de résistance et physique et morale requise pour partir et aller jusqu'au bout du voyage. Parce que c'est tout cela. Je pense, en vous disant cela, à ces milliers de familles et de jeunes chassés par la misère extrême, par l'insécurité, le séisme politique, tout aussi ravageur et terrorisant que les catastrophes naturelles, tous ces facteurs de chaos et d'impasse affligeants. Aujourd'hui, Haïti, mon pays natal. Ces migrants haïtiens qui se trouvent en situation d'errance dans plusieurs pays du continent, jusqu'en Amérique du Sud, au Chili, en Argentine, et qui, à défaut d'y trouver asile, remontent péniblement à pied. Il faut imaginer cela, jusqu'au nord, sur des routes peu sûres, escaladant des murs et des barbelés, et même à travers la jungle, bravant les marécages, les intempéries, pris de fièvre et d'autres maladies. Chemin faisant, ces malheureux sont aussi exploités, malmenés par des passeurs, sans foi ni loi, qui les détroussent et les éliminent aussi. Combien ils laissent leur vie, et de jeunes enfants font partie du cortège. Ces désespérés sont traités comme des indésirables. Les images d'eux épuisés, agglutinés dans des abris de fortune sous un pont de Del Rio, Texas, et de ces policiers américains à cheval, les cravachant comme du bétail, ont fait remonter d'amers souvenirs et des traumatismes chez nous, descendants d'esclaves. Nous ne pouvons pas dire que nous ne savons pas. Mais le plus désespérant est l'indifférence. L'on voudrait sentir ne serait-ce qu'une onde d'empathie, gage de fraternité, de solidarité et d'humanisme. L'empathie, c'est la capacité de décadenasser nos cœurs, de nous associer à ce que vit l'autre, toujours en se disant « l'autre, c'est aussi moi. L'autre pourrait être moi. L'autre a déjà été moi. » dans cette situation. J'ai souhaité que vous entendiez ce soir mon amie Marjorie Villefranche, qui dirige la Maison d'Haïti à Montréal et qui, depuis 30 ans, est sur la ligne de front pour la défense de ces migrants haïtiens et haïtiennes aux frontières américaines, mais aussi parmi nous. Marjorie est de la mobilisation En Marche pour que ces hommes, ces femmes et ces enfants soient rétablis dans leurs droits. Car, comme je le rappelle dans la préface, partir est un droit fondamental dont tout individu peut se prévaloir partout dans le monde au nom de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Il faut, à titre individuel, que nous gravions dans nos esprits et que les États inscrivent au fronton de leurs frontières les articles 13 et 14 de cette déclaration de 1948 qui reconnaissent, je cite, « à toute personne le droit de circuler librement et de choisir sa résidence à l'intérieur d'un État. Le droit de quitter son pays, y compris le sien, et de revenir dans son pays. Le droit, devant la persécution, de chercher asile et de bénéficier de l'asile en d'autres pays. C'est un droit.
Ces droits ont été précisés et affinés par la Convention de Genève de 1951, enrichis du protocole de 1967, qui décline les droits des réfugiés et les obligations des États. Et puis, il y a la Convention des Nations Unies sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille. Cette convention date de 1990. Nous sommes en 2021, soit plus de 30 ans, et bien pourtant, aucun pays du Nord ne l'a jusqu'ici ratifié, ni signé. Nous sommes à Ottawa, là où ces décisions se prennent, et il est aussi de notre responsabilité d'interpeller les décideurs politiques pour qu'ils tiennent compte des migrants et réfugiés haïtiens, comme le Canada a déjà su le faire, et au même titre aujourd'hui que pour les Syriens et les Afghans. Pourquoi donc les Haïtiens ne se qualifieraient-ils pas? J'aime cette phrase de Saint-Exupéry. Écoutez-la bien. Une démocratie doit être une fraternité. Sinon, c'est une imposture. Voilà. Par la voix de Marjorie Villefranche, voici donc une histoire d'immigration de plus, et le livre fait son œuvre. Il dégage un espace de parole, de dialogue, de rencontre et d'action. Je remercie les éditions David, ainsi que les auteurs et autrices d'histoires d'immigration. Merci beaucoup. Merci. Comme vous savez, la démographie de la région, de la capitale nationale du Canada, est plus multiculturelle que jamais. Ceci fait d'Ottawa une belle mosaïque culturelle. Mais cela représente son lot de défis et aussi d'opportunités dans tous les domaines, et ce, même dans l'édition. La création de ce recueil a été possible en travaillant avec des partenaires exceptionnels. J'invite l'une des partenaires, Nicole Baptiste, la présidente fondatrice de Mosaïque interculturelle, à nous adresser la parole. Ah! Marjorie, on se connaît directement. Je t'inviterai. J'ai pas eu la note, mais j'aimerais ça l'inviter autrement. Marjorie, je l'ai connue à travers la télévision parce que j'ai grandi à Montréal, à Parc Extension. Et la Maison d'Haïti, c'est là que j'ai découvert les mots, la parole et l'art oratoire. Marjorie, je t'invite ici à nous adresser la parole et aussi à nous parler du salon. Merci. Merci, monsieur l'ambassadeur de la Tunisie, surtout, Michael, mon ami, mais je dois officiellement dire madame Michael Jean, 27e gouverneur général. Mais monsieur Brisson, merci de m'avoir invité, de me donner cette occasion, cette opportunité de venir parler au nom des migrants et des demandeurs d'asile et des sans-papiers. Parce que je pense que quand on raconte une histoire d'immigration, surtout quand on a eu l'occasion de le faire comme ça, c'est qu'on est arrivé quelque part, qu'on a posé cette pénate et qu'on a eu la capacité d'avoir un crayon, un papier et d'écrire. Et moi, je veux parler des gens qui ne sont pas encore à cette étape-là. Je veux parler des gens qui sont justement demandeurs d'asile sans papier. Je félicite les éditions David d'avoir donné la parole justement aux immigrants, aux personnes à qui on ne donne pas la voix en général. Vous leur avez ouvert une fenêtre, maintenant espérons qu'ils sauront ouvrir la porte. Je suis très... En fait, tout ça pour vous dire que quand je parle, Michael m'a demandé de venir parler des migrants haïtiens. Et c'est très important pour moi de le faire parce que c'est notre bataille actuellement, parce qu'on a vu ces scènes à la télévision, dans les médias. Et je suis très étonnée du peu de réaction du gouvernement canadien face à des scènes pour le moins déshumanisantes qui ont été filmées à la frontière américano-mexicaine. Nous avons longtemps espéré que, comme pour les Syriens, dont la situation demandait une intervention urgente et prioritaire, comme pour les Afghans, que le Canada allait annoncer qu'il accueillerait un certain nombre de réfugiés haïtiennes et haïtiens. Dans un contexte similaire, en 2017, le Premier ministre Trudeau lui-même avait dit, et cette phrase, je la retiens, « À ceux qui fuient la persécution, la terreur et la guerre, sachez que le Canada vous accueillera. » D'où la première vague d'immigration haïtienne que nous avons connue à la frontière de Roxham, sur le chemin Roxham.
Donc, pour tous ceux à la frontière américano-mexicaine, je pose la question, ne sont-ils pas dignes de compassion? Pourquoi aucun pays n'a manifesté le désir de les accueillir? Ne sont-ils pas des humains, hommes, femmes et enfants, ayant besoin de protection comme les autres, après tout? Aucun pays n'a offert de les accueillir. J'aime à rappeler que les personnes qui vivent dans une situation privilégiée, c'est uniquement le fruit du hasard. On n'est par hasard né au Canada, on est par hasard. C'était pas une destinée. Et donc, je vais aller très rapidement en vous demandant de vous joindre à moi et de réitérer l'appel de la Coalition haïtienne pour les migrants, afin que le dossier de l'actuelle crise humanitaire qui affecte les ressortissants haïtiens soit inscrit dans la lettre de mandat du ministre de l'immigration, du nouveau ministre de l'immigration. Nous avons 5 demandes que nous faisons, et je vous les lis, et j'espère que vous vous joindrez à moi pour réitérer, pour les répéter. On demande la suspension immédiate de toute déportation vers Haïti. Et quand je dis ça, bien sûr, le gouvernement va dire, mais on ne déporte pas. Mais quand à la frontière, on refoule les personnes et on les renvoie vers les États-Unis, ce qu'on fait actuellement, ça veut dire aussi qu'on les renvoie en Haïti, parce retourner aux États-Unis, on les renvoie en Haïti. Donc, on ne va pas jouer sur les mots, et on va dire qu'on demande la suspension immédiate de toute déportation et de tout refoulement à la frontière. Et dans la foulée de la première demande, la régularisation immédiate du statut des personnes d'origine haïtienne vivant au Canada dans la précarité d'un permis de travail ou sans papier. La mise en place urgente d'un programme de réunification des familles afin de permettre l'accueil des ressortissants haïtiens victimes du séisme du 14 août dernier, parce qu'il y a des victimes, il y a des familles haïtiennes, canadiennes d'origine haïtienne qui demandent la réunification de ces personnes-là avec eux. Le traitement prioritaire des dossiers de ceux et celles qui, bien qu'ayant été acceptés, n'ont toujours pas reçu leur papier. Ça fait 2 ans qu'ils vivent dans une situation difficile en Haïti et on sait comment la situation est difficile en Haïti. Et aussi, en dernier lieu, ce qu'on demandait depuis le début, la prise en charge et l'accueil au Canada de migrants haïtiens et haïtiennes se trouvant à la frontière américano-mexicaine. Ces 5 demandes, ce sont 5 demandes qui sont essentielles, importantes pour la communauté haïtienne ici. Et j'espère qu'avec moi, vous allez réitérer cette demande-là et appuyer aussi la lutte que nous menons. Parce que cette lutte, elle se mène à Montréal, mais elle se mène aussi ici. Parce que les ressortissants d'origine haïtienne qui arrivent à passer la frontière viennent aussi à Ottawa et à Gatineau. Donc, ça va être vos collègues, vos voisins, bientôt, j'espère. Voilà. Donc, merci beaucoup. Ça nous fait réfléchir quand nous sommes vraiment tous voisins. Comme vous le savez, la démographie de la région de la capitale nationale du Canada est plus multiculturelle que jamais. Ceci fait d'elle une belle mosaïque. Mais cela représente son lot de défis et d'opportunités, dans tous les domaines et ceux, même l'édition. La création de ce recueil a été possible en travaillant avec des partenaires exceptionnels. J'invite l'une d'elles à prendre la parole. Nicole Baptiste, la présidente fondatrice de Mosaïque interculturelle, à nous adresser la parole. La préoccupation principale de Mosaïque interculturelle est de vivre ensemble des communautés afro-canadiennes dans la société canadienne, en faisant la promotion de leurs divers accomplissements, tels que la création des 2 projets phares, soit Bravo et le Salon du livre afro-canadien qui est à sa 4e édition. Veuillez l'accueillir chaleureusement. Bonsoir. Je salue les personnalités honorifiques qui sont avec nous aujourd'hui, l'ambassadeur de la Tunisie et mes 2 grandes amies, la gagne de Montréal. Effectivement, l'honorable Michael Jean, nous nous sommes connus, nous étions dans la vingtaine à Montréal. Et mon Dieu, quand on a vu
Tout le monde s'appelait Michael est gouverneur du Canada. C'était partout, le téléphone et tout. C'était vraiment une expérience extraordinaire et c'est un grand exemple d'immigration, je dirais d'immigration réussie. Malheureusement, ce n'est pas toujours le cas, mais c'est extraordinaire d'avoir ce genre d'exemple pour nos jeunes. Et Madame Marjorie, et Marjorie aussi, c'est encore la Gagne de Montréal. Tu as parlé de la Maison d'Haïti qui fait un grand travail. J'étais adolescente, il y avait la garderie, on avait les jeunes qui allaient là-bas, il y avait les camps d'été. Il y a tout ça, c'est toute une génération qui est passée par là pendant une quarantaine d'années à peu près. Alors, salut chers amis. Et on continue le boulot parce que les jeunes de l'immigration ont besoin d'exemples, ont besoin de notre support. Alors, c'est avec grand enthousiasme que Mosaïque interculturelle s'est joint aux éditions David pour, dans la production de ce beau livre, de ce beau projet d'histoire d'immigration. Et la relation de Mosaïque interculturelle avec les éditions David, c'est une grande histoire d'intégration, de partage, d'échange. Quand les éditions David ont accompagné Mosaïque interculturelle dans la production du Salon du Livre dès la première édition, et nous produisons encore le Salon du Livre en partenariat, nous avons notre 4e édition ici qui est en train de se passer là depuis vendredi et qui sera là jusqu'à dimanche. Moi, ce qui m'a marqué dans cette production, j'étais sur le comité de sélection des textes, c'est que vous avez donné la parole aux immigrants, aux personnes immigrantes, et vous avez donné la parole aussi aux personnes de la communauté d'accueil. Parce que il y a des personnes de la communauté d'accueil qui ont vécu l'immigration, qui ont partagé le processus d'immigration de personnes arrivées ici en les supportant, en les aidant dans le processus, qui ont vécu, qui ont été témoins de leur souffrance, qui ont été témoins de leur courage, qui ont été témoins de leur parcours, de leur résilience. Et ça m'a beaucoup touchée dans le processus. Ce projet, en fait, permet aux personnes immigrantes de venir nourrir la mémoire canadienne, la mémoire franco-ontarienne, en donnant un témoignage, leur histoire d'immigration. Et ça rejoint la philosophie de Mosaïque interculturelle, parce que cette année, nous avons pensé comme thème de notre salon « Cultive ta mémoire ». Et je crois que c'est important que nous cultivons une mémoire collective pour pouvoir produire un avenir en commun, parce que de toute façon, nous devrions vivre ensemble. Alors, je pense que c'est important que chaque communauté puisse partager sa mémoire avec les autres communautés pour qu'ensemble, nous puissions créer un avenir en acceptant la diversité, en étant plus tolérant, en essayant d'avoir une écoute active, chacune envers l'autre. Ce sera mes propos pour ce soir. Je vous souhaite une bonne soirée. Je présente toutes mes félicitations aux gagnants du concours. Je remercie les éditions David d'avoir donné cette opportunité aux personnes immigrantes d'apporter, de nourrir la mémoire franco-ontarienne et canadienne. Merci. Merci beaucoup. La prochaine personne qui montera sur scène est responsable du programme visant à favoriser l'immigration au sein des communautés francophones en situation minoritaire. D'ailleurs, elle aide à la coordination du programme qui rassemble des acteurs de première ligne au sein des communautés francophones et vise d'améliorer la capacité de ces communautés afin de les attirer, de les accueillir et de les intégrer. Veuillez accueillir chaleureusement l'adjointe à la coordination, au réseau
du soutien à l'immigration francophone de l'Est de l'Ontario, Mme Catherine Saint-Hilaire. Bonsoir à tous. Je me rendais compte en descendant les marches que je souriais, mais grâce au masque, on ne me voyait pas. Mais je suis très heureuse d'être ici ce soir. Donc, merci Sabine, Daniel. Merci Michaël Jean, l'honorable Michaël Jean, l'ambassadeur de Tunisie et tout le monde ici ce soir, mesdames, messieurs, auteurs, autrices, artistes et membres du public présents. Je suis honorée de participer à cet événement culturel majeur en votre compagnie. Je suis d'autant plus honorée de représenter le réseau de soutien à l'immigration francophone de l'Est de l'Ontario, partenaire de longue date des éditions David. L'immigration fait partie de l'histoire de notre pays. Elle est devenue au fil du temps une force qui nous unit, qui nous différencie des autres nations et qui nous rend si fiers. Pour certains, l'immigration, c'est une aventure, un projet personnel, professionnel. Pour d'autres, c'est un rêve. Pour tous, l'immigration a une histoire que nous devons raconter et protéger. Le réseau est fier d'appuyer les éditions David pour ce lancement du recueil Histoire d'immigration. Ce collectif d'auteurs résultant d'un concours d'écriture qui a eu lieu dans la communauté et avec la communauté est impressionnant. Permettre aux immigrants francophones de raconter une portion de leur histoire d'arrivée et d'établissement au Canada a été une opportunité inspirante et sans égale de s'épanouir de façon créative, sociale et de gagner une expérience riche dans l'art de l'écriture. Ce travail concrétisé sous forme de livres accessibles et enrichissants permettra aussi de sensibiliser la communauté d'accueil au vécu des nouveaux arrivants, des nouveaux habitants de leur région. C'est aussi un moyen extraordinaire de surpasser les défis d'intégration. En effet, ce sont deux objectifs que le réseau a mis un point d'honneur à concrétiser et qui sera toujours prêt à appuyer, notamment dans des occasions aussi créatives que celle-ci. Au réseau, nos partenaires communautaires sont tous impatients de lire et de partager cet ouvrage. On en a fait la promotion de tous bords, tous côtés. Ils sont vraiment très hâte de recevoir leur ouvrage. J'étais moi-même agréablement surprise en lisant la liste des auteurs de découvrir des partenaires, des collègues, des amis. J'ai hâte de prendre le temps de lire chaque histoire pour me permettre de grandir un peu plus proche de ma communauté francophone plurielle. Une occasion rare et il faut en profiter. Je vous suggère tous de faire la même chose peut-être pour le reste de la fin de semaine. Pourquoi pas? Je finis mon mot avec cette citation d'un sage qui a dit un jour « Nous sommes tous des immigrés. Il n'y a que le lieu de naissance qui change. » Merci beaucoup de cette invitation. Nous sommes heureux de se joindre à vous pour ce lancement. De la part de tout le réseau, félicitations. On aime ça voir des beaux sourires. Merci. L'inclusion, la diversité et l'immigration sont sur toutes les lèvres ces temps-ci. Et la prochaine personne est un modèle, un des nombreux modèles dans la salle de réussite. Elle est d'origine ivoirienne et vit au Canada depuis 2016. Très rapidement, elle a su s'intégrer à la communauté canadienne et surtout la communauté ottavienne en animant une quotidienne à la télévision communautaire d'Ottawa peu après son arrivée au Canada. Le magazine Le Droit Famille lui a consacré un article en tant que la femme de la relève en 2019. Son parcours et ses réussites sont gages de son professionnalisme et de son désir d'apprendre. Écoutez-la ce soir lire un extrait de son texte « De l'anonymat à la lumière », place à Madame Claude Andrea Bonny, qui est également une collègue et une amie. Enfin, je peux retirer mon masque. Bonsoir à tous. Pour vous dire vrai, j'étais un peu stressée avant de venir ici parce que j'ai vécu une expérience personnelle il y a quelques 45 minutes qui m'a un peu frustrée. Mais quand j'ai écouté les messages de toutes ces personnes-là qui ont parlé de l'immigration, je me suis dit, oula, ça me ramène un peu à ce pourquoi je suis là avec vous ce soir, partager un bout de mon histoire. Et franchement, avant de lire un bout de cette histoire-là, j'aimerais dire merci aux éditions David, dire merci à toutes ces personnes-là qui me connaissent, qui me soutiennent. Sabine, merci. Parce que depuis le début, toute tremblante, quand j'ai commencé à l'émission à TV Rogers, c'était l'une qui était là. Je la connaissais pas. Ça va aller, ma cocotte, ça va aller, tu peux tenir, tu vas le faire. Puis tu as de grands projets, tu peux faire de grandes choses ici. J'étais comme,
de quoi qu'elle parle, en fait. Déjà, je réalisais même pas que j'étais en train d'animer une émission et que ça allait devenir quelque chose de grand pour moi. Et le titre de mon texte, c'est de l'anonymat à la lumière. Ça retrace exactement ma vie au Canada. Et je vous laisse écouter ça. Un après-midi de juin très ensoleillé, je monte dans l'avion qui me conduira sans que je ne le sache vers ce pays qui changera ma vie à tout jamais. Le voyage dure des heures. Je vous épargne les détails de l'escale. Je suis arrivée au Canada le 8 juin 2016. Je me souviens que, durant tout le trajet, je priais que cette nouvelle aventure dépasse mes attentes. Inscrite au Collège La Cité dans le programme de relations publiques, je tombe amoureuse de ce que j'apprends en classe, mais aussi de mon expérience comme mentor au secteur international du dit collège. Janvier 2018, dernier semestre de mon programme d'études. Il me faut trouver un stage pour valider mon année. La petite Ivoirienne que je suis ne connaît personne dans ce pays et toutes les portes auxquelles je frappe ne me donnent gain de cause. Puis un jour, alors que je suis employée au secteur international, il m'est demandé de participer à un projet vidéo, chose que j'accepte sans réfléchir parce que j'adore prendre la parole. C'est ainsi que je rencontre Catherine Sainte-Marie, cette femme qui a vu en moi ce que je ne vois pas, du moins ce que je refuse d'assumer car j'ai peu confiance en moi. Mon aisance devant la caméra. Catherine propose de m'aider à trouver un stage et me met en contact avec Jean-François Dufault, producteur à l'époque chez TV Rogers Ottawa, qui deviendra 3 semaines plus tard mon maître de stage. Un lundi matin d'avril, toute tremblante, je fais mon entrée dans les locaux de la station de télé. Après discussion, Jean-François me présente à celui qui changera à la fois ma vie professionnelle et personnelle. Yolande Lessard, producteur de l'émission Entre nous. Aujourd'hui, je l'appelle secrètement mon père adoptif. Je vais faire une pause là pour rire un peu avec vous parce que chez nous, en Côte d'Ivoire, quand on veut demander ta main, la personne qui veut demander ta main va chez ton père pour déposer la dot. Puis lui, tout le jour en train de rigoler, il me dit, « Ok, comme tu es au Canada maintenant, là, si quelqu'un veut demander ta main, c'est à moi qui dois venir. » Je reprends ma lecture. Le jour où je commence mon stage comme régie de plateau, je suis toute souriante, en train d'accueillir et de mettre à l'aise les invités. Je rencontre déjà de si belles personnes. 2 semaines après mon stage, Yolande me demande si je suis intéressée à faire une chronique à l'émission, ce que j'accepte avec plaisir, avec une grosse peur au ventre. Moi qui me démène seule pour payer, entre autres, le loyer, je dois me trouver un budget, une marge pour une nouvelle tenue. Je passe quand même à la télé. Moi, la petite immigrante, quelle expérience extraordinaire. J'ai l'occasion d'animer une 2e chronique ainsi qu'une émission entière, car même avec mes balbutiements, je suis dans mon élément. Et lorsque je commence à tomber sérieusement amoureuse, c'est déjà la fin de mon stage. J'en pleure intérieurement, mais Dieu a un autre plan pour moi. Merci beaucoup. Merci, Andrea. Kalula Kalambay est originaire de la République démocratique du Congo. En plus d'être auteur, artiste, visuel et artisan du livre, il est médecin spécialiste en santé publique ainsi qu'un ancien représentant de l'Organisation mondiale de la santé. Il a publié également un recueil de nouvelles et 3 recueils de poésie. En 2019, il a lancé la maison d'édition L'Empreinte du Passant. En tout cas, il chôme pas. Depuis 2020, il est président du conseil d'administration du Salon du livre de l'Outaouais. Kalula lira un extrait de son texte, une très longue marche. Je vous invite à prendre la parole.
le nouveau protocole, le masque, out. Merci, merci Sabine. Avant de lire mon texte, je voudrais remercier quelqu'un qui nous a permis d'être là ce soir. C'est un rêve qui a commencé en discussion avec mon prédécesseur au Salon du Livre, qui est Mark Henkens. Marc, merci beaucoup. Tu es un faiseur de miracles. Ce soir, ces échanges ont commencé après deux expériences des éditions David. Raconter Vanier, qui m'avait impressionné. Ensuite, raconter l'Ouest ontarien. Et à partir de là, j'ai chuchoté à Marc si c'était pas aussi important de faire parler les multiples voix aphones qui sont dans les ghettos culturels. Et Marc n'a pas hésité, et aujourd'hui nous sommes là. Et je lui suis très reconnaissant. Et bien sûr, je suis reconnaissant également à toute l'équipe des éditions David pour le travail magnifique qu'ils ont fait. Et Frédéric, je sais que tu as amené le projet jusqu'au bout. Merci aussi. Une très longue marche. La énième rencontre entre mon épouse et moi et l'avocat du bureau d'immigration nous laisse dans des espoirs indécis. Notre dossier, devenu volumineux avec le temps, ne semble pas avoir évolué. Cela fait 6 ans que nous avons entamé les démarches afin que mes enfants, mon épouse et moi puissions obtenir la nationalité canadienne, ou du moins la résidence permanente. 6 longues années à naviguer entre nos pays de travail et le Canada où étudiaient nos enfants. Votre dossier avance très bien, nous affirme-t-il. Je crois que nous aurons bientôt une réponse positive. Ne vous inquiétez pas, c'est une question de jours, de semaines. Vous avez un très bon profil, vos enfants sont allés à l'école secondaire au Canada, ils ont suivi des filières recherchées, etc. L'avocat cherche ses mots, se répète. Il gratte son menton hirsute, l'air vaporeux, parcourant les documents d'un doigt incertain. Son assistante, une jeune femme passionnée, est tout aussi mal à l'aise et nous serre un sourire pour nous distraire. Maître, le coupage d'une voix maîtrisée afin de calmer le mépris, la colère et l'impuissance brûlant en moi. Sauf votre respect, c'est ce que vous aviez dit lors de nos dernières visites, l'année dernière et celle antérieure. Nos enfants qui étaient mineurs à l'époque vont devoir reprendre les démarches d'immigration à zéro. Depuis 2013 jusqu'en 2008, nous nous sommes acquittés de tous les frais exigés. Le malaise atteint son paroxysme quand l'avocat tourne la dernière page du dossier. Il transpire par tous ses pores, jetant des regards furtifs dans notre direction. Son assistante, dans une tentative futile d'alléger l'atmosphère, nous propose une tasse de café et s'éclipse avant même que nous la déclinions. Cafouille l'homme. Nous faisons tout ce qui est à notre pouvoir pour faire avancer les choses. Le changement de gouvernement fédéral a compliqué la donne, ajoutant une année de plus pour les requêtes. Il semblerait qu'il y ait également un manque de personnel au bureau de l'immigration canadienne de Nairobi au Kenya. Le cas des réfugiés est différent de celui des candidats à l'immigration choisis. Mon épouse et moi écoutons ces sempiternels monologues, l'esprit absent. Une fois dehors, nous bifurquons sur la rue Sainte-Catherine. L'éclat généreux du soleil d'été et la gaieté sur le visage de passants me ramènent quelques années auparavant. Même quartier, même saison, où j'étais déjà tombé
amoureux du Québec et du Canada. Merci. On n'entend que des beaux textes. C'est super et ça se poursuit avec Nabila Fati. Malgré les hauts et les bas, Nabila, c'est une battante. Elle arrive à s'émerveiller chaque jour des belles choses du monde. Avec elle, le verre n'est jamais à moitié vide, sauf pour le thé et la menthe. Et ça, justement pour le plaisir de se servir. Journaliste dans la presse marocaine et spécialiste des communications dans un organisme canadien, elle a toujours construit des relations humaines comme catalyseur de son épanouissement. Mère de 2 enfants, elle est devenue ottavienne peu de temps avant la pandémie. C'est tout récemment qu'elle s'est jointe au conseil d'administration des éditions David. Ce soir, elle nous lira un extrait de son texte « 7000 km à vol d'oiseau ». J'invite mon amie Nabila Fati à prendre la scène. Bonsoir à toutes et à tous. Merci Sabine pour cette belle présentation. Merci aux éditions David de d'avoir permis de donner une voix à des sentiments qui ne sont pas toujours douloureux. Je n'ai pas une expérience qui est douloureuse par rapport à d'autres parcours que j'ai pu découvrir en feuilletant ce beau recueil, mais c'est le ressenti qui parle. Merci beaucoup. 7000 km à vol d'oiseau. Je suis très émue. Donc voilà, c'est tout à fait normal, je suis devant un public et je vais parler d'une expérience personnelle. Je n'ai pas l'habitude de parler de moi-même. Journaliste dans la presse papier, j'ai plus l'habitude de donner la parole aux autres. « 7000 km à vol d'oiseau. Enfant, le terme immigration m'a toujours évoqué les oiseaux migrateurs. Traversant le ciel dans des formations, à faire jalouser les plus chevronnés des pilotes d'avions de chasse. Des années plus tard, il sonnait plutôt comme une tragédie lyrique, un exode biblique, un déracinement provoqué par une série d'événements accablants. Cependant, quand ce fut mon tour, après moult hésitations, l'expérience fut tout autre. Mon immigration n'a pas été facile, certes. Un tel pari s'avère fatalement lourd de conséquences, positives comme négatives. Mais lorsqu'on franchit le pas, c'est toujours dans l'espoir que les bénéfices l'emportent sur les pertes. Et pour moi et ma petite famille, ce fut le cas. Mes enfants sont ici. Ils me regardent, ils m'écoutent, je suis très émue, mes enfants, et mon mari aussi. Je ne suis pas très timide par nature, mais quand je parle de moi-même, ça m'arrive toujours. Et je l'assume totalement. Le rassemblement de toutes les pièces de notre dossier mériterait à lui seul d'être adapté en série télévisée. S'il s'agissait d'un jeune couple, j'ai plus de 40 ans. La paperasse aurait vite été expédiée, surtout si nous avions grandi, convolé, entamé nos vies professionnelles au même endroit. Mais quand vous avez 20 ans d'expérience professionnelle et que l'on vous demande jusqu'à votre diplôme d'études secondaires, rester en otage à l'université, il faut cultiver la patience. Et ce n'est rien à côté de mon conjoint, globe-trotteur malgré lui, qui a fréquenté 5 universités dans 4 pays différents. Juste pour préciser, lui aussi, il a participé à ce recueil. Son nom, c'est Adam Berada. Je passerai sur le nombre de coups de fil, de courriels et de déplacements nécessaires à l'achèvement de sa part du dossier, sans oublier la mention exacte de toutes nos adresses depuis nos 18 ans, dans certaines retrouvées à l'aide de Google Earth. Mais merci Google Earth, et celle de notre vaste famille proche. On est 10 dans la famille, 10 frères et sœurs. En septembre 2019, nous arrivons enfin à Ottawa. Et depuis, bien des choses ont changé, même si certaines persistent. Comme la litanie de ma fille, ressortant à chaque fois qu'elle subit un désagrément. Je te le répète, maman, vous avez fait une grosse erreur en nous emmenant ici, sans même prendre notre avis en compte, ce qui est vrai.
Je veux repartir au Maroc, tout de suite. Sa voix, saccadée par les sanglots, me transperce le cœur. Et son frère, de 3 ans sans cadet, il est en train de tousser depuis tout à l'heure, mais je vous rassure, il n'a pas la Covid. On lui a passé le test. Parce que j'étais gênée depuis tout à l'heure. Et Catherine, qui était juste devant moi, je l'ai vue remettre son masque et je voulais te rassurer. Ça aussi, ça fait partie des conséquences de l'immigration. On est ici, on n'a pas de famille proche et donc on est obligé de se ramener là tous dans nos bagages, de ramener nos enfants à chaque fois qu'on fait le déplacement quelque part. Donc voilà, ça c'est juste une parenthèse pour toutes les personnes qui sont là. Ils toussent, il n'a rien du tout. Donc ma fille qui dit, je te le répète, vous avez fait une grosse erreur en nous emmenant ici sans même prendre notre avis en compte. Je veux repartir au Maroc tout de suite. Sa voix saccadée par les sanglots me transperce le cœur. Et son frère de 3 ans sans cadet, solidaire, me répète mécaniquement les mots de sa sœur sans en comprendre le poids. À entendre ma fille, on croirait que son expérience au Canada est négative. Pourtant, en repassant toutes les photos et vidéos prises depuis notre arrivée, elle sourit, rit même sur la plupart d'entre elles. Je devais juste m'arrêter ici. On m'a demandé de m'arrêter ici, mais si vous permettez, je vais juste ajouter juste un tout petit paragraphe, parce que j'ai pas envie de m'arrêter là. Donc juste un petit paragraphe. Néanmoins, une fois passé l'émerveillement et l'exaltation de la découverte, la nostalgie nous rattrape tous, et en cale, particulièrement pendant l'hiver. J'avais une préférence pour m'arrêter là, et donc je l'ai fait juste comme ça, spontanément. Merci. Merci Nabila. Comme tous les autres auteurs, vous nous faites rire, vous nous faites réfléchir et vous nous touchez. Native d'Ottawa et retraitée, après une longue carrière notamment en animation, Jacqueline Pertier se consacre à ses engagements bénévoles, en particulier à la coopérative funéraire d'Ottawa. Grâce à ses interventions dans les médias, elle partage ses réflexions sur la vie, ses défis et ses joies, rappelant toujours que la mort et le deuil sont sur toutes les formes et font partie de la vie. Jacqueline, c'est une grande dame. Elle est membre de l'Ordre de la Ville d'Ottawa ainsi que chevalier de l'Ordre de la Pléiade. Ce soir, elle nous lira un passage de son texte « Pardon et joie, source de vie ». Jacqueline, le micro est à toi. Bonsoir toutes et tous. Croyez-le ou non, moi je suis née à Ottawa. J'ai migré vers Hull pendant quelques mois, il y a de nombreuses années, et pendant quelques années à Clarence Creek, à 30 minutes d'ici. Je connais ça, la migration, moi. Il y a quelques années, quand j'ai reçu, parce que j'ai enfin dans ma vie des gens venus d'ailleurs, j'ai reçu pour un souper d'action de grâce et je faisais une dinde. Je me suis dit, je vais leur faire un bon mets canadien. Et là, j'ai stressé pendant 2 jours à me demander comment on fait cuire une dinde halal. J'arrivais de loin. Voici mon petit extrait. J'ai connu il y a quelques années celui dont je vous parlerai. Il m'a été présenté par une bonne amie d'origine rwandaise, une Tutsi. Il m'importe de le préciser. Cet homme que je ne nommerai pas ici, que je nommerai plutôt ici Manu, a marqué ma vie par sa capacité bouleversante à transformer un traumatisme en un état de pardon et de joie. Et je fais une petite pause pour vous dire que Manu a accepté d'être ici et que je le nomme Dieudonné, mon ami. Mais je reviens au texte. Donc, Manu est né trop tôt ou peut-être trop tard
En tout cas, à temps pour vivre le génocide perpétré au Rwanda en 1994. À cette époque, il avait 6 ans. Il vivait à l'ouest du pays dans une grande famille Hutu de religion catholique. La vérité est la première victime de la guerre. Le cas du Rwanda n'a pas fait exception. Et le monde entier a malheureusement retenu ceci du drame du pays des 1000 collines. Les Hutus, ce sont les méchants. Manu est donc né méchant. Tout n'a pas été dit au sujet du génocide rwandais. La compréhension des dynamiques sociopolitiques qui brassent le Rwanda depuis des générations échappe à la plupart d'entre nous, moi incluse. D'où la propension à simplifier le contexte et l'histoire. Néanmoins, nous savons désormais que dans certains lieux, à certains moments, des Tutsis furent aussi les bourreaux. Que retient l'enfant Hutu des turbulences qui ont dévasté son pays? Les cris, les odeurs, les machettes et les heures terrifiantes, blotti dans les bras de ses parents terrorisés, sans comprendre ce qui lui arrivait, il avait 6 ans. Et puis, il y a la disparition des oncles, des tantes, des cousins et des cousines. Morts, réfugiés dans le pays voisin, l'enfant ne le saura peut-être jamais. Depuis, Manu a grandi. Il a traversé la préadolescence et l'adolescence dans un milieu collégial en sécurité relative. Sa famille immédiate a également survécu et vit à ce jour au Rwanda. Au fil des ans, Manu a eu recours à la musique et à la poésie pour transcender sa douleur et plus encore, pour tenter d'évacuer sa colère, sa peur, sa haine. Ces efforts, il les a partagés avec ses confrères, les invitant à s'élever au-delà des sentiments destructeurs de l'âme, ne servant qu'à gruger la capacité à aimer, à être bon. Adulte, Manu a approfondi sa pensée, la transmettant à ses collègues et amis Tutsis, Hutus et plus récemment Canadiens. Merci, Dieudonné. Ah, merci. Merci, merci, merci. Est-ce que vous aimez votre soirée jusqu'à maintenant? Cric! 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 Alors, comme vous pouvez voir, le lancement tire presque déjà à sa fin, mais j'aimerais ça que vous portiez une attention vers l'œuvre à côté de moi ici, qui est l'œuvre de la couverture du recueil intitulé « Pèlerinage, la nage synchronisée », une œuvre de Komi Séchi, un artiste plasticien autodidacte. Il est né sur le golfe de la Guinée. Komi est arrivé au Canada en 2010 et s'est rapidement intégré dans les milieux artistiques de la région. Diplômé en ébénisterie et menuiserie, il a aussi participé à plusieurs expositions en tant que peintre, sculpteur et vidéaste. Depuis quelque temps, son œuvre fait partie de la collection d'art de la ville d'Ottawa et aussi au Yémen. Il n'est pas là ce soir, mais j'aimerais ça qu'on lui donne une belle main d'applaudissements parce qu'il regroupe toutes les histoires des auteurs ce soir. Je voulais souligner que son art, c'est comme des astres suivant une orbite. Ils sont à la recherche du refuge. Dans un lieu paisible, ils veulent trouver un endroit pour leurs descendants. D'autres veulent approfondir leurs connaissances. Le monde, notre monde, a toujours existé. Et chaque jour, nous devons le récréer. Si nous n'avons pas marché, la Terre n'aurait pas pu exister. Enfin, nous devons nous déplacer pour la recréer. Alors, c'est ça que cette œuvre met en valeur. Komi
a pu illustrer vos histoires, nos histoires, pour ceux qui n'ont pas nécessairement l'art d'écrire ou l'art de dire ou la voix pour exprimer ces histoires d'immigration. Alors, pour les 40 auteurs qui ont participé à ce recueil, j'aimerais ça qu'on se lève et qu'on se leur donne une bonne main d'applaudissements. On s'assoit pour une dernière fois. Pour clore l'événement, je tiens à remercier les partenaires, les invités de marque qui se sont déplacés, les auteurs et les autrices, et vous qui vous êtes déplacés. J'espère que ces présentations vous ont plu et surtout qu'elles vous ont permis de comprendre et de prendre part à une discussion autour de l'immigration. Si vous êtes intéressé à vous procurer le recueil, il est en vente à 20 $ l'unité. Pas très cher, c'est un très beau cadeau de Noël et Noël s'en vient bientôt. Il reste encore à manger et à boire, donc vous pouvez rester si le cœur vous dit pour poursuivre cette célébration autour du recueil Histoire d'immigration. J'en profite pour vous rappeler que le Salon du livre afro-canadien est en cours et qu'il reste encore la journée du dimanche, alors de demain, pour venir faire un tour et pour rencontrer des auteurs et des autrices. Enfin, je vous invite à suivre les éditions David sur le web, que ce soit Facebook, Twitter, YouTube, Instagram, on est partout, et à consulter régulièrement notre site web afin de connaître les prochains événements. En tout cas, partagez le fait que le lancement a été diffusé en direct de Facebook. Il sera disponible en rediffusion sur les réseaux sociaux très bientôt. Alors, merci d'avoir été des nôtres et bonne soirée et bonne discussion.